À Jérusalem, nous sommes en direct avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, Boker Tov. Cela fait maintenant près de 24 heures qu'aucune alerte n'a été déclenchée dans les localités du nord d'Israël et c'est en soi assez encourageant. Et oui, effectivement, Ilana, les habitants des localités frontalières d'Israël ont pu enfin dormir sur leurs deux oreilles, si l'on peut dire, la nuit dernière. Apparemment, les arrangements conclus et annoncés il y a un peu plus de 24 heures par le président américain Donald Trump sont respectés pour l'instant par le Hezbollah. Des arrangements que l'on pourrait résumer par une formule que l'on connaît bien en Israël. Le calme répondra au calme. Ceci étant, ce cessez-le-feu dont Trump a parlé ne concerne que les localités du nord d'Israël et pas les forces de Tsahal qui sont stationnées au sud Liban. Hier, 6 soldats israéliens ont été blessés par des drones explosifs tirés par le Hezbollah et le mouvement terroriste a revendiqué pas moins de 13 lancers de ces drones explosifs. Les forces de sécurité israéliennes demeurent donc toujours en état d'alerte totale. Et pendant ce temps-là, à Washington, les pourparlers entre Israël et le Liban ont repris hier. Oui, il s'agit du 4e round de ces pourparlers avec des négociations au niveau des ambassadeurs d'Israël et du Liban dans la capitale fédérale américaine. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio, qui parraine ces discussions, a affirmé durant la nuit que s'il n'y avait pas le Hezbollah, eh bien les deux pays seraient depuis longtemps parvenus à conclure un accord de paix. C'est le Hezbollah qui est responsable de la souffrance de la population libanaise, a dit le secrétaire d'État américain dans une audience au Congrès américain. L'un des projets à l'étude dans les négociations actuelles entre Israël et le Liban, eh bien, c'est le renforcement de l'armée libanaise afin de la doter des capacités de désarmer le Hezbollah. Côté israélien, on reste tout de même très sceptique quant à la probabilité d'une telle démarche. Et puis sur le front iranien, la nuit a été particulièrement mouvementée. Oui, le commandement de la CENTCOM américaine a annoncé que ses forces avaient repoussé avec succès une offensive de drones iraniens contre des bases américaines au Koweït et au Bahreïn. Les Iraniens ont en effet tiré une dizaine de missiles et de drones vers ces bases. La plupart ont été interceptés par les forces américaines. D'autres ont été détruits, se sont détruits en vol d'eux-mêmes. Et puis, il y aurait eu des tensions de plus en plus vives au sein de la direction du régime iranien. Oui, on le sait, le président iranien Pezeshkian fait l'objet de très vives critiques de la part de l'aile la plus radicale du régime, même d'une partie des gardiens de la révolution. Pezeshkian est accusé d'avoir remis en cause l'autorité du guide suprême Mortaba Khamenei. Le député conservateur Kamran Ganzafrani s'en est pris à Pezeshkian, mais de manière inattendue, plus d'autres personnalités ont critiqué l'attitude de ce député ultra-conservateur et l'ont accusé de faire le jeu des plus modérés. À l'étranger, on estime que ces tensions internes sont la conséquence de la fragilité du régime qui tente de jouer les gros bras face aux Américains, mais qui est considérablement affaibli par la guerre et par le blocus américain des ports iraniens. Et puis hier, Donald Trump et Emmanuel Macron ont eu un entretien téléphonique. Oui, une conversation essentiellement consacrée à la situation au Moyen-Orient. À l'issue de cette conversation, Emmanuel Macron a publié un communiqué, vous savez probablement, saluant les efforts entrepris par les États-Unis pour parvenir à un accord avec Téhéran. La France, a dit Macron, sera prête à favoriser la mise en application d'un tel accord. On peut légitimement également supposer que les deux chefs d'État ont échangé aussi sur la conversation houleuse que Donald Trump a eue avant-hier avec Binyamin Netanyahou. Le général Roman Goffman a pris officiellement hier ses fonctions de patron du Mossad. Oui, et lors de la cérémonie d'intronisation, le général Goffman a déclaré « J'arrive avec beaucoup d'humilité dans cet organisme qui est le Mossad. Le Mossad est la voix silencieuse mais puissante d'Israël. » Et le général Goffman a souligné que le travail n'était pas terminé sur l'axe iranien qui va devenir son pôle d'activité majeur. Quant au Premier ministre Binyamin Netanyahou, il a affirmé durant la cérémonie que le destin du régime iranien est de disparaître. Nous l'aiderons dans cette voie. Le régime iranien ne menacera plus notre existence, a encore dit M. Netanyahou. Et puis, le commandant en chef des opérations au sein de Tsahal a annoncé hier soir son départ soudain de l'armée. Oui, il s'agit du général Israël Shomer qui a surpris en faisant cette annonce. Le porte-parole de Tsahal a publié un communiqué annonçant que le général Shomer avait demandé à mettre fin à ses fonctions. On croit savoir que d'une certaine manière, le général Shomer a pris les devants après avoir compris que le chef d'état-major, le général Eyal Zamir, s'apprêtait à le limoger à la suite d'une enquête de Tsahal sur des soupçons d'atteinte aux valeurs morales de l'armée israélienne dont le général faisait l'objet.
Enfin, pour terminer, un sondage important a été, Daniel, rendu public hier en Israël. Et selon ce sondage, plus de la moitié des Israéliens, 57%, se définissent comme juifs avant de se définir comme israéliens, alors qu'ils n'étaient que 34% il y a un an. 87% des juifs israéliens expriment leur fierté d'appartenir au peuple juif, ce qui représente le taux le plus élevé enregistré au cours des 10 dernières années. Ce sondage a été réalisé à l'occasion de la semaine annuelle de la diaspora en Israël. Une page météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps sera de plus en plus chaud en Israël. Sur l'ensemble du territoire israélien, il fera 30 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 27 à Tel Aviv et Ashdod, 24 à Haïfa et Netanyah, 34 à Beersheva et 40 degrés aujourd'hui à Elad. Nous sommes en ligne avec Maître Philippe Koskas. Philippe, bonjour, Boker Tov. Boker Or Daniel et Boker Tov à tous nos auditeurs. Alors, merci d'être avec nous ce matin. Nous vous avons sollicité, on va dire à la suite du vote en première lecture par la Knesset de la fameuse loi divisant les prérogatives du conseiller, ou on pourrait dire actuellement de la conseillère juridique du gouvernement, en deux postes. Un, celui du conseil, effectivement, du gouvernement, et deux, c'est le poste de procureur général, d'attorney général, comme on dit en anglais. Alors, je voudrais d'abord avoir votre appréciation, parce que c'est un projet de loi dont on parle depuis de nombreuses années, qui fait partie, on va dire, de ce que Yariv Levin a appelé sa réforme judiciaire, qui avait été initiée dès le mois de janvier 2024. Non, 2023, et finalement, on arrive péniblement à la faire voter en première lecture à la fin du mandat de l'actuel gouvernement. C'est une loi qui est importante. Quel est votre avis sur cette loi ? C'est une loi, à votre avis, essentielle pour le monde de la justice aujourd'hui, en particulier en Israël ? Regardez, Daniel, je voudrais d'abord faire un petit zoom out. Essayer d'expliquer en fait à nos auditeurs quelle est la problématique dans cette fonction de conseil juridique du gouvernement. Le conseil juridique du gouvernement, en fait, c'est une institution qui existe depuis la création de l'État et elle a une fonction à double casquette. D'un côté, comme on le dit d'ailleurs, c'est le conseil juridique du gouvernement, c'est-à-dire que le conseil juridique du gouvernement siège au conseil des ministres et elle va donner d'ailleurs plus que des conseils, c'est-à-dire le terme conseil n'est pas tout à fait adéquat. C'est en fait les avis du conseil juridique du gouvernement devraient avoir force de loi. Donc, si vous voulez, il a un rôle de conseil d'une part par rapport au gouvernement, et d'un autre côté, comme vous l'avez bien exprimé au début de l'interview, il est également responsable de toutes les poursuites pénales. Donc, c'est comme le procureur général. Et donc le matin, par exemple, il peut donner un conseil au gouvernement et l'après-midi, il peut être le chef de poursuite contre des ministres même qui siègent dans ce gouvernement. Donc vous voyez, il y a une sorte de tension interne dans ce rôle. Il existe depuis 1948, donc c'est pas nouveau. Mais c'est tout de même assez particulier, assez spécifique à Israël parce qu'il n'y a pas beaucoup de pays au monde. Je suis même pas sûr que les Britanniques, dont on récupère, on va dire, une partie de l'héritage juridique, agissent de la sorte, ont une fonction de cette envergure qui fait du conseil juridique du gouvernement une personnalité toute puissante. Absolument, mais c'est absolument un contre-pouvoir, c'est tout à fait clair, et c'est un contre-pouvoir qui existe depuis très longtemps. Je me souviens quand j'étais étudiant en droit, il y avait un livre qui avait été publié qui s'appelait Le conseiller juridique du gouvernement contre le gouvernement, et on ne pouvait pas dire à l'époque que c'était il y a 40 ans, ouais. C'était pas le gouvernement de Bibi. Donc, si vous voulez, de Binyamin Netanyahou. Donc, si vous voulez, il y a toujours, c'est un contre-pouvoir et c'est affirmé comme un contre-pouvoir. Et il est clair que donc, mais il a lui-même en lui-même une contradiction. Donc, on l'a dit. Maintenant, cette réforme-là, ces projets de réforme, il existe depuis bien plus longtemps qu'il y arrive Levin. On en parle, mais depuis des années. La problématique, c'est que cette réforme, elle ne se fait pas dans un climat tout à fait serein, puisqu'elle se fait dans un climat où il y a des initiatives gouvernementales qui vont dans tous les sens, c'est-à-dire pour affaiblir le système judiciaire, affaiblir le rôle du conseil juridique du gouvernement. Si vous voulez, il y aurait une pensée. Moi, je crois que on peut tout à fait penser que cette réforme peut être bonne. Elle vient évidemment à affaiblir le rôle du conseiller juridique du gouvernement, voire éventuellement le politiser, puisqu'à partir du moment
où on affaiblit un rôle et on le met dans deux casquettes, c'est-à-dire un qui serait procureur général et deuxièmement conseiller juridique du gouvernement, alors à ce moment-là, l'institution serait plus faible et elle serait donc beaucoup plus politisée. Mais moi, je ne suis pas forcément contre cette réforme. Le problème, c'est qu'il faudrait voir qu'est-ce qu'il y a à côté, c'est-à-dire quel est l'environnement juridique, dans quelle mesure quand même l'indépendance de la justice est préservée, et surtout l'indépendance du procureur général est préservée. Alors justement, vous parliez de ce livre d'il y a 40 ans, mais moi je me souviens encore, puisqu'on est tous les deux assez âgés pour se rappeler des souvenirs de jeunesse, je me souviens d'un conseiller juridique qui s'appelait Michael Ben Yair, qui était le conseiller juridique à l'époque du gouvernement de Yitzhak Rabin en 92, qui était appelé le conseiller, pas à Yoetz HaMishpati, mais à Yoetz HaMishparti, c'est-à-dire c'était le conseiller de la famille Rabin. Donc c'est pas nouveau toute cette problématique. Absolument. D'ailleurs, on a dit la même chose. Ce même dicton a été fait pour Mendelblit, qui s'était avéré non d'ailleurs, à propos de Binyamin Netanyahou. Tout à fait. Alors en fait, c'est la fonction, c'est la personne qui fait l'organe. Hein. Il y a eu des conseillers juridiques du gouvernement, comme Aaron Barak par exemple, qui a appelé Yitzhak Rabin lorsqu'il avait le compte de sa femme à l'étranger, en lui disant, écoute, si tu démissionnes pas, je vais t'accuser. Et donc, Rabin a démissionné. Et il y a des conseillers juridiques du gouvernement qui ont été plus dociles, moins dociles. Enfin, évidemment, je vous parle d'une institution qui existe depuis très longtemps. Donc, en fait, c'est vrai qu'il y a eu, Michael Ben Yair, c'est pas caractérisé ayant une personnalité extrêmement affirmée par rapport au gouvernement. Je suis absolument d'accord avec vous. Alors justement, à partir du moment où on parle de ces personnalités, chaque conseiller juridique a sa personnalité, mais celle de Galit Baharav Miara, elle a été, on va dire, en particulier ces derniers temps, hein, et je vais dire en particulier autour de l'affaire de Roman Goffman, où on a vu une Galit Baharav Miara qui était presque acharnée. Il y avait un acharnement, je ne veux pas dire thérapeutique, de Galit Baharav Miara contre Roman Goffman, alors que même la Cour suprême, en fait, l'a renvoyé. Oui, tout à fait. Finalement, est-ce que Galit Baharav Miara n'est pas sorti, on va dire, des limites de cette fonction qui la rend toute puissante en la politisant justement, en faisant une fonction qui donne le sentiment qu'elle s'acharne sur le gouvernement. Elle n'a jamais défendu le gouvernement, quasiment jamais défendu le gouvernement devant des instances comme la Cour suprême sur des gros dossiers. Elle a obligé le gouvernement à se doter d'autres avocats pour se défendre. Finalement, on se demande pourquoi le contribuable israélien paye pour son salaire, quoi. Oui, Daniel, je suis absolument pas d'accord avec ce que vous dites. Il faut dire d'abord, premièrement, que dès le début, le gouvernement avait tiré sur cette conseiller juridique du gouvernement à boulet rouge, l'a même licencié. Ce licenciement n'a pas été valide parce qu'il a été stoppé par la Cour suprême. Mais c'est vrai, vous avez absolument raison. Si vous voulez, sur la dernière affaire là, qui a été depuis 2 jours, de Roman Goffman, elle a été désavouée par la Cour suprême, absolument. Je suis absolument d'accord, mais c'est un conseiller, il peut se tromper, il peut pas se tromper. C'est pour ça que derrière la conseiller juridique ou le conseiller juridique du gouvernement, il y a la Cour suprême qui vient revérifier et requalifier les faits. Mais on peut voir sur toute la période de Galit Baharav Miara, on peut voir que relativement ces avis ont été suivis par la Cour suprême. Il y a eu plusieurs avis sur les nominations politiques, sur la nomination d'Aryeh Deri, elle a été contre et la Cour suprême a validé. Il y a eu énormément sur la loi fondamentale de la déraisonnabilité. Non mais regardez, Philippe, je vais vous donner un exemple qui vous a certainement pas échappé. Galit Baharav Miara, lorsqu'elle a été nommée, eh bien, la commission de nomination qui devait valider sa nomination, qui était présidée par l'ancien président de la Cour suprême, Asher Grunis, a validé sa nomination, mais alors que Asher Grunis y était opposé. D'accord ? Ça veut dire que l'ancien président de la Cour suprême trouvait qu'elle n'était pas suffisamment expérimentée. Eh bien, on est dans exactement le même cas de figure avec Roman Goffman. C'est Grunis qui dit non, il faudrait peut-être enquêter encore un peu plus sur les agissements de Roman Goffman, alors que tous les autres membres de la commission disent il faut valider, il n'y a pas de faute morale de Goffman.
Et là, elle utilise l'avis minoritaire de Nasser Grounis pour dire, voilà, il y a un problème. Si elle était, on va dire, conséquente avec elle-même, elle aurait dû dire, d'accord, je ne peux pas moi-même, qui a été désavoué par Nasser Grounis, commencer à brandir l'étendard de ce même Nasser Grounis. Donc, vous comprenez qu'il y a parfois quelque part un comportement qui peut surprendre dans le meilleur des cas, mais qui suscite beaucoup de critiques dans l'ensemble des cas. Alors moi, je ne le lis pas du tout comme vous. C'est-à-dire qu'en effet, moi, je peux dire que chaque cas, il a son propre cas. Elle a été contre le gouvernement. Il est tout à fait clair que de toute façon, il y a une guerre depuis... à partir du moment où elle a été licenciée et qu'elle reste en fonction parce que la Cour suprême a bloqué son licenciement, qu'elle n'est pas invitée aux réunions du gouvernement. Donc on peut considérer qu'en effet, le climat n'est pas serein. Ça, c'est d'une part. Mais elle peut se tromper. C'est-à-dire que, et la preuve, la Cour suprême a retoqué sa décision et a montré clairement qu'elle s'était trompée, que c'était le choix du Premier ministre de décider qui était le chef du Mossad. Donc là-dessus, vous avez absolument raison qu'elle s'est trompée. Mais quand on revoit, si vous voulez, moi j'essaie de revoir une perspective, elle n'est pas nouvelle dans sa fonction. Ça fait déjà plusieurs années qu'elle est dans le rôle, puisque c'est depuis même le gouvernement précédent qu'elle a été nommée. Donc on peut voir, si vous voulez, on a un record du passé, on peut voir que dans la majorité des cas, mais plus que la majorité des cas, j'allais dire pratiquement dans presque tous les cas, la Cour suprême a validé ses avis juridiques, qui étaient contre le gouvernement. Donc si vous voulez, quand on essaye d'avoir une perspective un petit peu historique, ce cas de Roman Gonfman est relativement isolé. Il y a eu un autre cas qui était dans le gouvernement précédent également, où elle a été retoquée par la Cour suprême, mais si vous voulez, il n'y a pas eu beaucoup d'avis juridiques qu'elle a émis avec ou contre le gouvernement sur lesquels elle a été retoquée. Alors, à partir du moment où il y aura séparation entre les deux fonctions, on va dire d'une certaine manière, il y a une logique à ce que, et c'est d'ailleurs le cas d'une des clauses de cette loi, le conseiller juridique du gouvernement soit désigné au moment de la prise de fonction de ce gouvernement et qu'il démissionne à la fin de ce gouvernement, n'est-ce pas ? Peut-être. Alors, on ne sait pas exactement. Je vais vous dire aujourd'hui, contrairement à ce qui est dit beaucoup, surtout dans la presse, même dans la presse israélienne, le conseiller juridique du gouvernement n'est pas l'avocat du gouvernement. Il n'est pas l'avocat. Il est parce que la différence entre vous qui prenez un avocat privé, par exemple, et vous le payez, le conseiller juridique du gouvernement, et vous l'avez bien dit, il est payé par les deniers publics. Donc on considère que, c'est depuis la création de l'État comme ça, que le conseil juridique du gouvernement n'est pas à la solde du gouvernement, il n'est pas là forcément pour défendre des avis de gouvernement qu'il considère comme non légaux. Donc à partir du moment où, et c'est un peu ça, un peu l'ambivalence de cette fonction, c'est qu'il est en même temps membre, il est payé, c'est un officier ministériel d'une part, mais il doit être également indépendant du gouvernement sur lequel il est censé lui donner conseil. Ouais. Donc c'est une fonction, j'allais dire, très ambivalente. Ouais. Et je crois qu'il y a une beauté dans cette ambivalence-là, dans le sens où là, on a un gouvernement qui a telle position, mais demain matin, il y aura un gouvernement qui aura d'autres positions. C'est-à-dire, vous savez, dans les deux démocraties, aujourd'hui, c'est la droite, demain, c'est l'extrême droite, après, c'est l'extrême gauche. Enfin bon, on n'en sait rien, ce qui peut se passer. On est en train de parler d'une organisation, si vous voulez, de la structure de notre société. Je crois que s'il y a une réforme, elle devrait être sereine, ce qui n'est pas forcément le cas maintenant. Et surtout, on devrait repenser l'ensemble de nos institutions. Moi, je suis absolument d'accord pour qu'il y ait une différence. C'est-à-dire, moi, ça me dérange pas forcément qu'il y ait une différence entre ces deux rôles. Mais j'aurais voulu savoir, également, j'aurais voulu être sûr que, par exemple, la commission de nomination des juges ne soit pas politique, que les juges soient réellement indépendants. Ouais. J'aurais voulu savoir également que, par exemple, un des contre-pouvoirs, c'est le LAV Arba Shalosh, c'est-à-dire les 443, c'est la police des polices, soit indépendante, mais soit liée au conseiller juridique du gouvernement ou au procureur général, mais pas forcément au ministre de tutelle. Si vous voulez, il y a un certain nombre il faudrait prendre un peu plus de hauteur par rapport à toutes les fonctions qui jouent le rôle de contre-pouvoir et d'essayer de les équilibrer. Or là, ce qui est en train de se passer en fin de règne, enfin, j'allais dire puisque les élections seront au mois d'octobre, c'est qu'on est en train de voir un blitz de réformes judiciaires, en fait, qui ne sont pas du tout judiciaires, qui sont des réformes institutionnelles,
Et ça fait un petit peu peur. Bien. Donc en soi, cette réforme, moi, elle me dérange pas, dans le sens où on peut tout à fait de manière légitime dire il y a une contradiction que j'ai soulevée d'ailleurs voilà. dans ce rôle. Mais ce qui me fait peur, c'est en fait l'ensemble des mesures qui doivent être prises. On l'a bien compris. Hein. On l'a bien compris. On est obligé de terminer cet entretien. Merci beaucoup, Philippe Koskas, d'avoir été avec nous, de nous avoir expliqué cette problématique. Bonne journée, à bientôt. C'est moi qui vous remercie, Daniel. Bonne journée. La nomination de Shmuel Ben Ezra au poste de conseiller à la sécurité nationale d'Israël est une excellente nouvelle pour au moins 2 bonnes raisons. D'abord parce qu'elle confirme la décision du Premier ministre Binyamin Netanyahou de désigner désormais lui-même et selon ses propres critères les nouveaux responsables de la sécurité nationale en Israël, rompant ainsi avec certaines mauvaises habitudes d'avant le 7 octobre. Cette nomination s'inscrit dans la continuité de celle du général David Zini à la tête du Shin Bet et du général Roman Goffman au poste de patron du Mossad. Et pour le Premier ministre, ces 3 personnalités ont au moins 3 atouts majeurs. Ce sont tous 3 des gens brillants, ce sont ensuite des idéalistes d'une profonde intégrité, entièrement dévoués au service de la nation, mais plus encore, tous les 3 ont un point commun dominant. Ils ont une formidable capacité à réfléchir en dehors des sentiers battus. Exactement ce dont a besoin la défense nationale israélienne aujourd'hui. Le message que M. Netanyahou entend faire passer à travers leur nomination est clair. Après le cataclysme du 7 octobre, je ne me laisserai plus influencer par des pressions extérieures. Je nommerai ceux qui me paraîtront les plus capables d'empêcher une nouvelle catastrophe. C'est donc un Binyamin Netanyahou décomplexé qui s'exprime et agit ainsi. Dommage toutefois qu'il ne l'ait pas fait plus tôt. Mais mieux vaut tard que jamais. Voilà pour la première bonne raison qui justifie la nomination de Shmuel Ben Ezra. La seconde excellente raison est que Zini, Goffman et Ben Ezra sont tous 3 porteurs de très belles histoires sionistes. Ils comptent en effet parmi les produits les plus succulents de la Aliyah. Goffman est lui-même monté en Israël de Bélarus en 1990 et il n'a découvert qu'il était juif qu'à l'âge de 13 ans. Quant à David Zini et à Shmuel Ben Ezra, ce sont de purs enfants de l'Aliyah de France et du Maroc. David Zini est en effet le fils du Rav Yosef Zini d'Ashdod et Shmuel Ben Ezra est le fils du Rav David Ben Ezra de Jérusalem, l'un des piliers de la communauté francophone de la capitale qui fut l'un des enseignants les plus estimés dans l'entourage de Manitou. Leur nomination à des postes aussi importants fait voler en éclats tous les plafonds de verre que les olim francophones ou russophones pouvaient considérer comme infranchissables. Alors, bien sûr, Netanyahou n'a pas choisi Zini, Goffman et Ben Ezra pour leur histoire d'Aliyah. Mais il ne fait aucun doute que ce bagage personnel et familial que tous 3 portent rajoutera un plus dans l'accomplissement de leur mission. Et puis, terminons sur une petite note chauvine. Ne faisons pas la fine bouche et savourons ce plaisir et cet honneur de voir aujourd'hui, et pour la première fois, 2 enfants de l'Aliyah francophone à des postes sécuritaires de toute première importance. Général David Zini, chef du Shin Bet, et colonel Shmuel Ben Ezra, conseiller à la sécurité nationale. Nous sommes fiers de vous. Be'atzlacha. Merci d'être avec nous, de nous rejoindre. Nous sommes en ligne avec notre correspondant Daniel Haïk. Daniel, à la une du Israël Hayom ce matin, l'interview du colonel Netanel Shemea, le commandant de la brigade Givati, à la pointe des combats de Tzahal, au-delà du fleuve du Litani au sud Liban. Oui, effectivement, Ilana, et dans cette interview, le colonel Shemea relate comment sa brigade a conquis avec les commandos Golani la région du Beaufort, le fameux château du Beaufort en début de semaine. Et en manchette, le Israël Hayom a choisi une phrase de cet entretien. Personne ne veut se retrouver bloqué au Liban pendant les 20 prochaines années. Mais l'estimation du colonel Shemea n'est guère réjouissante. Il semble que le cercle des combats ne s'arrêtera pas dans un proche avenir, affirme-t-il. Nous sommes en plein dans le bourbier moyen-oriental et nous devons continuer à combattre pour défendre notre existence. Et il affirme que ces soldats sont gonflés de motivation, qu'ils sont fiers de participer à cette guerre. Il faut souligner que le colonel Shemea a accordé ce matin des interviews à plusieurs journaux et médias israéliens avec dans l'ensemble le même message. Puis tous les quotidiens et les sites d'infos évoquent avec émotion la mémoire du capitaine Ori Yosef Silverster, tué au combat au sud Liban. Oui, le capitaine Silverster était le médecin du bataillon Shaket de la brigade Givati. Il a été tué par un drone avant-hier. Des centaines de personnes l'ont accompagné hier à sa dernière demeure au cimetière militaire de Petar Tikva. Shachar, la veuve du capitaine, a raconté comment elle attendait la fin de sa mission. Il lui restait encore 3 semaines. La fête de fin de service était prête. Nous avions nos billets d'avion pour partir à l'étranger. Comment faire ? Personne ne m'a préparé à vivre
vivre sans toi, a-t-elle affirmé dans son oraison funèbre. Le médecin en chef de l'armée israélienne a également couvert d'éloges le capitaine Sylvester. Il s'était fixé pour mission de sauver des vies et c'est exactement ce qu'il a fait. Et puis, les quotidiens reviennent ce matin sur la très dure conversation avant-hier entre Donald Trump et Benyamin Netanyahou. Impossible de minimiser l'impact stratégique difficile de cette conversation. Tous les médias à travers le monde l'ont répercuté, même amplifié. Ils ont repris les insultes dont Trump aurait couvert Benyamin Netanyahou. Danny Zaken dans le Israël explique qu'avant la conversation avec Donald Trump, Benyamin Netanyahou avait convenu avec Marco Rubio que si les attaques du Hezbollah se poursuivaient, Israël pourrait alors réagir en frappant, même modérément, on va dire, à Beyrouth. C'est ce qui a poussé Benyamin Netanyahou à publier un communiqué en ce sens et ensuite, c'est Donald Trump lui-même qui s'est impliqué et qui a exprimé sa crainte de voir un embrasement au Liban, faire voler en éclats les pourparlers, c'est pour parler avec les Iraniens. D'où la colère qu'a piqué le président américain contre le premier ministre israélien. Le Israël Hayom affirme ce matin qu'à la suite de cette conversation, de très hautes personnalités américaines ont tenté de persuader Donald Trump de démentir au moins une partie des insultes qu'il avait adressées à Benyamin Netanyahou, mais Trump a formellement refusé. Et puis ce matin, on s'intéresse à ce qu'écrivent les commentateurs autour de cette conversation houleuse entre Donald Trump et Benyamin Netanyahou avant-hier. Oui, Yoav Limor, le spécialiste sécuritaire du Israël Hayom, considère dans son journal qu'en dépit des diktats de Donald Trump, Israël aurait quand même dû frapper à Beyrouth, même quitte à se retrouver face au président américain. Limor affirme que puisque Netanyahou a cédé aux pressions de Trump, le Hezbollah et le Liban vont nous accompagner dans l'avenir et cela réduit la probabilité de trouver une véritable solution à la crise. Ariel Kahana, le correspondant diplomatique du Israël Hayom, considère lui que le renoncement des Américains dans le dossier libanais ne sert pas à leurs propres intérêts. En Iran, on célèbre la victoire sur les États-Unis. Dans le Yediot Aharonot et sur le site Ynet, Ron Ben Ishai, le célèbre correspondant de guerre, écrit que Benyamin Netanyahou a eu raison de donner l'ordre de frapper Beyrouth, mais il dénonce les déclarations superflues du Premier ministre par la suite en annonçant qu'il allait frapper. Benyamin Netanyahou a commis une erreur qui le prive d'un important levier de pression sur le Hezbollah. Pourtant, Ron Ben Ishai estime tout de même que si le cessez-le-feu dont Trump parle est respecté dans le Nord, cela offrira une bouffée d'oxygène aux habitants du Nord et donnera du temps peut-être aussi à Tsahal pour trouver une solution efficace au problème des drones explosifs. Et dans le Yediot Aharonot, une caricature éloquente où l'on voit l'immense président américain Donald Trump sermonner un minuscule Benyamin Netanyahou alors que de l'autre côté, l'un des ayatollahs iraniens sourit et derrière sa robe, un terroriste du Hezbollah actionne ses fameux drones optiques. Les quotidiens et les sites d'infos s'indignent par ailleurs du manque de sensibilité des ministres du gouvernement envers les habitants du Nord. Oui, les journaux nous révèlent que seulement 3 ministres du gouvernement ont participé hier soir à une réunion consacrée à l'aide économique à apporter aux localités du nord du pays qui sont sous le feu du Hezbollah. Et où étaient les autres ? Eh bien, ils avaient apparemment des choses plus importantes à faire, comme par exemple pour le ministre de la Défense, Israël Katz en personne, eh bien, participer à la bat mitzvah de la fille d'une personnalité influente du Likoud. Ce matin, en marge de ces combats et de cette tension, le Yediot Aharonot publie, Daniel, ce matin sur une double page, une enquête importante. Oui, cette enquête a été réalisée par les services de la Knesset. Elle se penche sur le phénomène de départ de l'État d'Israël de milliers d'Israéliens, une émigration d'Israéliens vers l'étranger. En 2024, près de 70 000 Israéliens ont quitté le pays. La moitié d'entre eux ont entre 20 et 44 ans. Et contrairement aux affirmations du Premier ministre, en tout cas toujours selon cette enquête, la majorité de ces Israéliens qui partent ne sont pas des nouveaux immigrants qui seraient arrivés au cours des 2 dernières années d'Ukraine à cause de la guerre là-bas. En tout cas, pas la majorité, mais tout de même assez près, puisque ce sont 48% de ces départs qui sont des Olim qui repartent. Le Yediot Aharonot publie en marge de cette enquête des interviews de quelques-uns de ces émigrants israéliens qui sont installés à l'étranger. Ils se justifient en expliquant que la vie à l'étranger est bien plus sereine qu'en Israël et certainement moins chère. Et puis on termine ce survol de la presse israélienne par le Maariv qui nous parle de politique intérieure et de la proximité des primaires au Likoud. Oui, le Maariv nous indique que les élections primaires pour la composition de la liste électorale du Likoud à la Knesset se tiendront au plus tard le 28 juillet. Et si les élections devaient être devancées, eh bien les primaires se tiendront 2 mois avant la date des élections. Et le Maariv se demande si le Likoud organisera justement des primaires comme c'est la tradition, ou bien si Benyamin Netanyahou prendra cette fois-ci la direction des opérations et intégrera dans la liste une dizaine de personnalités de son choix afin d'une certaine manière, pourrait-on dire, d'enrichir cette liste et de la rendre un peu plus séduisant à l'électorat du Likoud. La réponse dans les toutes prochaines semaines. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Caroline Yadan. Caroline, bonjour, Boker Tov.
Bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs qui ne le savent pas encore que vous êtes la députée de la 8e circonscription des Français de l'étranger. Avec vous, je voudrais que l'on revienne sur le dernier communiqué que vous avez rendu public et qui, d'une certaine manière, critique vivement la décision de la France de limiter la participation des sociétés israéliennes au fameux salon militaire de Rose Saturi. Alors, on va clarifier pour nos auditeurs, c'est pas une interdiction, c'est pas un veto total à toutes les sociétés israéliennes, mais seulement les sociétés qui commercialiseraient, on va dire, des armes offensives. C'est cela, hein ? Oui, c'est ça. C'est ça, en fait, c'est ce qui s'était passé déjà l'année dernière et j'ai de nouveau, de la même manière que je l'avais fait l'année dernière, publié un communiqué de presse pour condamner cette mise à l'écart qui m'apparaît injustifiée, qui m'apparaît effectivement la mise à l'écart en fait d'un pays allié qui est Israël, qui bénéficie d'un système à la fois de défense mais à la fois offensive, donc de manière générale en fait d'un système militaire qui a toute sa place dans un tel salon, donne une image extrêmement je pense extrêmement négative. Il devrait y avoir un esprit de coopération qui devrait exister entre la France et Israël, et ce traitement qui est différencié, qui est injustifié, qui est politiquement discriminatoire, je l'ai dénoncé pour un pays qui compte les entreprises parmi les plus avancées du monde dans le domaine de la défense. Donc oui, j'ai dénoncé cette mise à l'écart. Vous parlez surtout de double standard, puisque vous faites remarquer que par exemple la Turquie ou le Qatar peuvent exposer tous les produits qu'ils veulent commercialiser à l'étranger. Ils n'ont aucune restriction, alors qu'on sait par exemple le rôle que joue le Qatar dans le développement des frères musulmans un peu même en Europe. Mais oui, c'est exactement ce que je dénonce, hein. C'est ce double standard-là qu'on ne s'explique pas. Pourquoi la Turquie, vous l'avez rappelé, pourquoi la Turquie a toute sa place dans ce salon alors qu'elle héberge, on le sait, des hauts responsables du Hamas et qu'elle diffuse l'idéologie des frères musulmans. Pourquoi le Qatar également est invité sans difficulté alors qu'il y a eu un rapport en France qui a été publié en mai 2025, donc très très récemment, qui désigne le Qatar comme un des principaux diffuseurs de la mouvance frériste en France, qui est aussi un soutien du Hamas. Également la Chine qui va être présente dans ce salon, et on le sait, la Chine est partenaire stratégique de la Russie, de la République islamique d'Iran, qui a une politique terrible vis-à-vis des Ouïghours. Donc pourquoi ces pays-là, qui sont des pays qui devraient être des pays à tout le moins, alors si ce n'est ennemis, à tout le moins très, très peu amis, et qui ne devraient pas être reçus avec le tapis rouge en France sur ce salon, et pourquoi Israël? On a l'impression qu'il y a un focus comme ça qui s'exerce par rapport à Israël, parce qu'il y a énormément de pression internationale. Alors justement, la réponse à toutes ces questions que vous posez, finalement, est-ce qu'elle n'est pas dans ce qu'a déclaré la semaine dernière, je crois, à l'Assemblée nationale, le Premier ministre Sébastien Lecornu, lorsqu'il a dit que finalement, c'était pas nous qui boycott, c'était le boycott, il n'y avait pas de boycott, puisque d'une certaine manière, Israël n'achetait pas d'armes à la France, et que d'une certaine manière, en fait, c'était même le boycott en sens inverse, c'est-à-dire la France qui était boycottée par Israël, parce que, en fait, est-ce que finalement, la réponse à toutes ces questions, c'est tout simplement un problème commercial, c'est-à-dire qu'Israël, que la France voit que l'État d'Israël a de nombreuses capacités en termes d'armement, et qu'elle ne peut pas rivaliser avec on va dire, les services ou on va dire les produits que l'État d'Israël est capable de commercialiser à travers le monde. Écoutez, ça, je ne saurais pas répondre à cette question. Je ne sais pas les dessous en réalité. Est-ce qu'il y a d'autres raisons que celle annoncée de la condamnation des actions d'Israël par rapport à la guerre? Ce que je sais, c'est que il devrait y avoir
Israël a toujours été un allié de la France. La France a toujours été un pays allié d'Israël. Alors on peut avoir des Oh, désaccords. pas toujours, parce que, pas toujours, parce que à travers la décision de la France aujourd'hui, on rappelle l'embargo de 67 du président du général de Gaulle. Alors quand je dis toujours, c'est on va dire depuis de nombreuses décennies, Oui. c'est un pays allié. On peut avoir des désaccords, on peut ne pas s'entendre du tout avec le dirigeant en Israël. On peut critiquer, et d'ailleurs la France ne manque pas de le faire, mais il y a une différence entre la simple critique, même virulente, et moi ce que j'appelle en tout cas du boycott, parce que le fait de maintenir une absence d'invitation, même pour les entreprises, qu'il n'y ait pas de pavillon israélien, enfin je veux dire, c'est un signe absolument déplorable à mon sens. Voilà, les relations sont dégradées comme jamais, et franchement, ça c'est déplorable. Comment vous expliquez que, par exemple, alors que l'on parle du Liban, que le Liban est sur toutes les lèvres en Israël, qu'il y a des négociations entre Libanais et Israéliens, bien ces négociations, elles ne se déroulent pas à Paris, elles se déroulent à Washington. Comment expliquer que la France rate cette opportunité-là ? Écoutez, je suis pas ministre des Affaires étrangères, oui. Je ne suis pas au Quai d'Orsay. Moi, ce que je dis dans ma parole publique, c'est qu'il devrait y avoir une certaine considération qui s'attache davantage au terrain, qui condamne sans arrêt, qui devrait condamner ce qui se passe par exemple dans le nord d'Israël, ces populations civiles-là du nord d'Israël qui ne vivent pas normalement depuis des décennies, qui sont encore sous... j'ai encore mon application sur mon téléphone, je vois les alertes, donc qui sont encore sous la menace d'alerte constante. Effectivement, le gouvernement libanais aujourd'hui ne voit pas d'autre solution que de s'allier avec Israël pour se débarrasser du Hezbollah, parce que c'est le Hezbollah notre ennemi, c'est le Hezbollah l'ennemi de l'Occident, parce que ce Hezbollah c'est la République iranienne aussi. Voilà, donc moi en tout cas c'est ma parole, la parole qui est la mienne en tant que députée de la 8e circonscription. À travers cette attitude de la France, cette attitude on va dire anti-israélienne, la France on va dire ne sacrifie pas aussi quelque part un peu le Liban ? Alors, la France est très attachée au Liban, en fait. Je pense que c'est pour ça qu'elle a cette attitude, parce qu'évidemment, il y a des pertes qui sont terribles au Liban et qu'on doit déplorer, bien sûr, parce que quand une population civile est touchée, c'est toujours terrible dans une guerre. Donc la France, évidemment, par rapport à ça et à son attachement particulier au Liban, condamne, mais en réalité, le but final, c'est que la population libanaise vive en paix et qu'elle ne soit plus sous le joug d'un groupe terroriste qui est le Hezbollah. Et c'est ce Hezbollah-là qui n'a pour objectif que la guerre et que la destruction, et notamment la destruction d'Israël et la prise en otage du peuple libanais. C'est évidemment ce Hezbollah qu'on doit continuer à condamner, et à mon sens, le rapprochement entre le gouvernement libanais et Israël est une bonne chose, bien sûr. Et lorsque Mélenchon demande à Macron de déplacer le Charles de Gaulle vers les côtes israéliennes, qu'est-ce que ça suscite pour vous comme réaction ? Écoutez, on sait qui est Mélenchon, une espèce de pantin antisémite qui a compris qu'il avait un intérêt électoral à provoquer et à aller d'outrance en outrance sur ce sujet. Ils sont totalement obsédés. Il n'y a pas une question au gouvernement qui ne porte pas sur Israël, pas une seule. Oui. Chaque semaine, ils martèlent leur obsession, leur haine pathologique. Ça ne m'étonne absolument pas de Mélenchon. Il dit n'importe quoi, mais il a malheureusement, en fait, il a son public.
Il a son public. Eh bien, merci beaucoup, Caroline Yadan, de nous avoir expliqué votre positionnement par rapport à donc cette décision de la République française de on va dire, sélectionner, de faire une sorte de sélection quant aux compagnies israéliennes qui pourraient exposer au prochain salon Eurosatory. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation, Caroline. À bientôt. Merci. À bientôt, Daniel. Emmanuel Dupuis, oui, effectivement. Bonjour, Boker Tov. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, on parlait avec Caroline Yadan à l'instant, on va dire, de l'attitude du président français, en tout cas de l'Élysée, par rapport à la présence de sociétés israéliennes au fameux salon Eurosatory. Vous avez une explication à la politique actuelle que mène le président français par rapport à Israël ? Bon, déjà, la décision n'émane pas du président de la République, mais du COGES, le comité qui gère les salons. C'est pas la première fois, puisque déjà l'année dernière, à l'occasion du salon Euronaval, il y avait eu la même décision. Donc ça, c'est pas une position sur laquelle l'État agit, mais plus la pression d'un certain nombre de groupes de pression, précisément comme ça a été évoqué, avec un climat générique. De ce point de vue, cette décision advient dans un contexte où la relation entre la France et Israël s'est obscurcie, non seulement parce qu'il y a un sentiment effectivement d'exagération de la part d'un certain nombre de partis politiques. Je ne reviendrai pas sur ce que j'ai entendu brièvement de votre précédente invitée, mais il y a effectivement un rôle que la France entend jouer pour mettre en avant la trêve au Liban. Je crois que c'est ce sur quoi nous allons parler, pour lequel Israël n'est pas forcément d'accord quant au rôle de la France. On a eu la preuve à l'occasion de la réunion qui s'est déroulée à Washington l'été dernier, au cours duquel en novembre dernier, au cours duquel la délégation française n'a pas été acceptée par la délégation israélienne dans la relation directe entre le président américain et ses homologues israéliens et libanais. Donc il y a effectivement une tension très vive que l'on a aperçue dans le rôle que la France entend jouer par rapport au Liban. Alors justement, on parle toujours de ce rôle que la France veut jouer au Liban, mais elle a de multiples occasions de jouer un rôle et elle passe toujours à côté. Je le disais avec Caroline Yadan, il y a eu hier une négociation entre ambassadeurs d'Israël et du Liban à Washington. Ça s'est produit à Washington, ça s'est pas produit à Paris. C'est bien le reflet, on va dire, d'une incapacité, on va dire, de la France à s'impliquer, à faire porter une voix particulière, au moins une voix, on va dire, équitable entre les deux parties pour essayer de parvenir peut-être à un accord, pour essayer de consolider par exemple l'armée libanaise, qui est aujourd'hui une armée très faible, qui est incapable de désarmer le Hezbollah. En fait, il y a une guerre d'influence entre les États-Unis et la France par rapport au Liban. L'accord qui avait été obtenu suite à la rencontre historique, puisque ça n'était pas advenu il n'était pas advenu une relation directe entre une délégation israélienne et libanaise depuis 1993, a effectivement été obtenu sous l'égide de Marco Rubio, plus que d'ailleurs Donald Trump, qui avait réussi cet exercice diplomatique. Oui. Alors, en même temps que la France n'était pas invitée à Washington, la France invitait le jour même le Premier ministre libanais Nawaz Salam, pour bien montrer que la France entendait quand même jouer ce rôle. Oui, donc, mais alors qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire jouer ? Qu'est-ce que ça veut dire jouer un rôle ? Et Emmanuel, qu'est-ce que ça veut dire jouer un rôle ? Parce que les Israéliens, ils entendent toujours cette formule, et derrière, elle semble être une coque vide de sens. Il y a pas de. Je vous donne un exemple. La France pourrait-elle investir dans l'armée libanaise, faire de cette armée une armée plus solide, permettre d'augmenter les salaires des soldats libanais qui sont un quart des salaires des terroristes du Hezbollah. Ça, c'est concret. Pourquoi la France rechigne à ce niveau-là? Je ne dirais pas que la France rechigne, puisque vous précisez, vous indiquez précisément ce que la France a tenté de faire il y a quelques années avec un contrat qui s'appelait le contrat Audace, où la France avait, par le biais de l'Arabie Saoudite, fourni du matériel militaire pour équiper, entraîner et solidifier ou renforcer l'armée libanaise. La vraie question sur laquelle il y a sans doute une amélioration à faire, c'est la mise en place
de la résolution 1701 de 2006, d'août 2006, où la France s'est investie, puisque c'est elle qui en avait été à l'origine, pour qu'effectivement, non seulement l'armée libanaise soit en capacité de désarmer le Hezbollah, mais que l'armée libanaise soit en capacité d'assurer l'intégrité territoriale. Mais ça n'a pas marché. De l'intégrité territoriale. Ça n'a pas marché. Vous demandez aux habitants du nord d'Israël, ils vous disent tout de suite, ça n'a pas marché. Le Hezbollah était le long de la frontière, en violation de cet accord. C'est précisément là où la faiblesse de la diplomatie française peut être mise en avant, où elle n'a pas suffisamment eu de poids vis-à-vis du leadership politique libanais. Je réponds à la deuxième partie de votre question, sur lequel la France n'a pas eu de prise, c'est vrai. Il faut avoir à l'esprit que le président Joseph Aoun a été non pas choisi, mais fortement poussé, investi quasiment avec le soutien américain. Le candidat français, le candidat que la France soutenait, Frangier, n'était pas du tout le choix que les Américains avaient pour la présidence libanaise. Alors, un autre aspect de ce qui se passe dans la région, c'est les accords d'Abraham. Aujourd'hui, Donald Trump semble vouloir monnayer un accord avec l'Iran en échange, on va dire, d'un élargissement des accords d'Abraham à l'Arabie Saoudite, à d'autres pays du Golfe Persique, alors que parallèlement, eh bien, on entend souvent en Israël aujourd'hui, on va dire, la possibilité, l'éventualité d'une sorte d'axe parallèle ou d'axe alternatif de la part des Saoudiens qui pourraient s'allier avec les Turcs, avec les Pakistanais, avec le Qatar et former un axe alternatif. Vous pensez vraiment qu'il y a à travers un accord avec l'Iran, entre les Américains et l'Iran, une possibilité d'élargir les accords d'Abraham ? Je pense que ce sont deux choses différentes. Les accords d'Abraham se sont déjà élargis, puisque le Kazakhstan est venu se rajouter à la liste qui avait été, entre guillemets, close, ou en tout cas mise momentanément en sommeil depuis 2020, la fin de la première administration de Donald Trump, avec l'accession et du Maroc et du Soudan, au-delà des Émirats Arabes Unis et de Bahreïn. Donc il y a un élargissement non seulement au niveau du Golfe Persique, mais des États qui partagent le point de vue non seulement d'une normalisation avec Israël, mais d'un nouveau Moyen-Orient que le Premier ministre Benjamin Netanyahou rappelle souvent de ses vœux. L'axe que vous évoquez, la Turquie, le Qatar, l'Arabie Saoudite et le Pakistan, n'est pas un axe naturel. C'est un axe conjoncturel pour montrer diplomatiquement une sorte d'opposition ou une sorte d'atermoiement par rapport à la politique américaine menée vis-à-vis de l'Iran. C'est un moyen diplomatique de mettre la pression sur Donald Trump. Il n'y a pas vraiment d'intérêt, ou même je dirais qu'il n'y a pas d'intérêt du tout de la part de l'Arabie Saoudite à s'associer avec son contendeur turc qui vise à lui savonner la planche, si je puis m'exprimer ainsi, dans la région du Proche-Orient. Vis-à-vis du Pakistan, c'est la même chose. Le Pakistan est davantage l'outil de la Chine et d'une certaine manière, c'est une manière pour Mohamed Ben Salman de montrer sa différence d'approche de Mohamed Ben Zayed. Il y a d'un côté les accords d'Abraham avec un axe qui se solidifie entre les Émirats Arabes Unis, Israël et les États-Unis, avec une proximité de plus en plus évidente avec l'Inde. D'ailleurs, un certain nombre de projets géoéconomiques, notamment l'IMEC, donc qui va rejoindre le corridor qui va rejoindre l'Inde, le Moyen-Orient, puis ensuite la Méditerranée, la Grèce via la Méditerranée orientale, est la preuve qu'il y a une reconfiguration des partenariats et du leadership dans la région. Donc d'un côté, les accords d'Abraham se sont solidifiés au fur et à mesure que des États non seulement du Moyen-Orient les ont rejoints, mais de l'autre, on a un acte, une volonté, une bravade qui, encore une fois, montre qu'il y a sans doute une proximité entre la Turquie et le Qatar qui se consolide. Et encore, le Qatar, les Émirats Arabes Unis et les pays du Golfe, les pays du Conseil de coopération du Golfe ont montré leur solidarité vis-à-vis de l'Iran. Et puis de l'autre, les accords d'Abraham qui évidemment sont en train d'être de plus en plus solidifiés. Une dernière question, Emmanuel Dupuis, une question plus générale mais importante. Vous êtes surpris, vous, par la capacité du régime iranien à assumer, à répondre d'une certaine manière aux États-Unis, à donner le sentiment qu'il est vainqueur alors qu'il est considérablement affaibli. Vous êtes surpris par cette
capacité de la part des Iraniens à résister, entre guillemets, je n'aime pas tellement le terme dans le contexte actuel, mais à tenir le choc face, on va dire, aux offensives de l'armée israélienne, de l'armée américaine pendant plus de 40 jours? En tout cas, militairement, le régime est défait. Ça, c'est une quasi-certitude avec les nombreuses réussites vis-à-vis des sites, la destruction des sites militaires, des sites de lancement balistique ou la complète attrition des forces navales iraniennes. Donc défait militairement, mais solidifié politiquement. Et de ce point de vue, la responsabilité incombe aux États-Unis qui n'ont pas mené la besogne jusqu'à leur terme. C'est ça qu'il faut reprocher aux Américains. Les Iraniens s'étaient préparés à résister. Ils s'étaient préparés à résister de manière décentralisée. C'est ce qu'on appelle le commandement en domino. Il n'y a plus qu'une seule tête. Il n'y en a jamais d'ailleurs eu qu'une seule avant le déclenchement des opérations le 28 février, mais il y en a désormais 31. Et donc, d'une certaine manière, les Iraniens montrent à quel point ils s'étaient préparés à un conflit multidimensionnel dans lequel la perception, dans lequel la guerre informationnelle, dans lequel la guerre asymétrique jouait, et la guerre hybride, bien sûr, jouait totalement sur tous ces fronts, si je puis dire. Donc, d'une certaine manière, je ne suis pas étonné. Ce qui m'étonne, c'est la naïveté ou la manière dont les Américains semblent découvrir la capacité de résister du régime iranien. Eh bien, Emmanuel Dupuis, merci beaucoup pour toutes ces explications. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le président de l'Institut Perspective et Sécurité en Europe. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Bonne continuation, à bientôt. Merci.